Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire enfin le bilan de mes dernières lectures. J'espère que vous serez un petit peu indulgents parce que mes lectures, en tout cas certaines de mes lectures, remontent jusqu'à février. Donc on va dire que je vais devoir vraiment demander à ma mémoire de faire un gros travail. En tous les cas, n'hésitez pas à aller sur mon blog. J'ai écrit d'ores et déjà tous mes avis pour ces livres-là et je les ai écrits relativement rapidement après chaque lecture, donc je pense que pour le coup sur mon blog ce sera beaucoup plus précis. Je commence tout de suite par vous présenter deux livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Je ne les ai plus avec moi, mais je vais à chaque fois vous mettre le petit visuel. Le premier livre, il s'agit de Outlander de Diana Gabaldon, publié chez J'ai lu. J'ai une édition relativement récente, mais il faut savoir que ce premier tome de cette saga, qui s'intitule Le Chardon et le Tartan, a été publié pour la première fois en 1991. Comme vous le savez certainement, cette série livresque a été remise au goût du jour grâce à la série télé, que moi personnellement je n'ai pas encore vue puisque j'ai bien envie d'avancer dans les livres avant de me plonger donc dans la série télé. Pour le petit speech, nous suivons Claire, une infirmière qui était sur le front pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle retrouve son mari qui était également sur le front, lui en tant que soldat. Ils ne se sont pas vus pendant plusieurs années et ils décident de partir en vacances pour se reposer un petit peu en Écosse, là où ils ont fait leur voyage de noces. Rapidement, Claire va se retrouver projetée 200 ans auparavant en passant par un espèce de portail qui se trouve au niveau d'un mégalithe écossais. Elle se retrouve en 1743 en pleine bataille entre des Highlanders et des Anglais. Elle va se retrouver un petit peu malgré elle du côté des Highlanders et son but avant tout c'est de retrouver au plus vite le mégalithe et revenir au temps présent pour elle, donc en 1945. Je dois dire que j'ai mis un peu de temps à trouver dans quel genre je pouvais classer ce livre-là. C'est une déformation professionnelle, je pense, de bibliothécaire qui veut absolument classer son bouquin. Mais c'est vrai que c'est un livre qui aborde vraiment plein de sujets différents. D'abord, je me suis dit qu'il s'agissait d'un roman fantastique parce que il y a cet événement surnaturel lorsque Claire se retrouve projetée 200 ans auparavant grâce au mégalithe. Mais finalement, c'est le seul événement vraiment surnaturel qu'on peut voir dans cette histoire. Du coup, je me suis dit, on est peut-être plus sur un roman historique, puisque nous avons une auteure, Diana Gabaldon, qui est très pointue et qui sait vraiment de quoi elle parle. Elle, je pense, s'est beaucoup renseignée sur la période donc de 1740 et pendant cette fameuse guerre entre guillemets entre les Highlanders et les Anglais. Mais finalement, on se rend vite compte que le but de Diana Gabaldon, ce n'est pas de nous faire un cours d'histoire. Finalement, je dirais que c'est avant tout un roman d'aventure qui est quand même largement teinté de romance, puisqu'on va beaucoup focaliser sur la relation entre Claire et Jamie. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je dois le dire. Il y a pas mal de péripéties qui m'ont fait sourire. Malgré tout, j'ai trouvé également qu'il y avait pas mal de longueur, notamment au milieu du roman. Il s'agit quand même d'un gros pavé et j'ai trouvé qu'il y avait un petit moment de flottement au milieu qui durait quand même assez longtemps. J'ai eu l'impression que parfois l'auteur avait un petit peu perdu de vue son objectif et le fil conducteur de son histoire. Le but au départ est assez clair. Claire veut retourner au temps présent, elle veut retourner en 1945 et retrouver son mari. Très rapidement, on sent que même si ça reste son objectif, elle se donne pas forcément les moyens pour y arriver et on suit un petit peu les histoires de Claire et de Jamie qui m'ont semblé moi personnellement beaucoup subir les événements. J'ai trouvé que là ça manquait un petit peu de peps et de dynamique, d'autant plus que nos deux personnages principaux, il faut bien le dire, passent quasiment le roman entier à se faire soit capturer, soit à essayer de s'enfuir. Je dois également noter un petit passage qui m'a clairement choquée. Je pense qu'on a été plusieurs lecteurs à avoir été choqués par certains passages de ce livre. Moi, personnellement, il y en a un qui m'a un petit peu rebuté. À un moment donné de l'histoire, Jamie a un geste relativement, non même complètement déplacé envers Claire. Et même s'il faut remettre les choses dans leur contexte historique, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, j'ai quand même été très surprise par la réaction de Claire, qui est quand même une femme moderne du XXe siècle. Et très franchement, j'ai été très étonnée qu'elle lui pardonne aussi facilement. Moi, ce geste m'a vraiment bouleversée et je ne pense pas que j'aurais réagi comme elle. Mis à part ça, et malgré les longueurs que j'ai déplorées auparavant, je dois dire que j'ai quand même passé un bon moment. C'est un livre qui se lit très bien, qui est bien écrit et il faut bien avouer, la romance est intéressante, elle évite les clichés, on a des personnages très attachants. Je pense que je ne me risque rien en vous disant que je vais très certainement lire très bientôt d'ailleurs le tome 2 de cette série.
Le deuxième livre dont je souhaite vous parler est un roman ado. Il s'appelle Les loups chantants. Il a été écrit par Aurélie Wellenstein et publié chez Scrinéo. La petite histoire, c'est celle de Kira, une jeune fille qui est atteinte d'une malédiction. Sa peau se transforme progressivement en glace. Du coup, son frère Yuri décide de traverser une steppe glacée de plus de 1000 km avec ses chiens de traîneau pour pouvoir emmener Kira à la ville, à l'hôpital, pour qu'elle puisse se faire soigner. Il est également accompagné de Anastasia, qui est une amie d'enfance. J'ai un avis assez en demi-teinte pour ce roman, je dois vous l'avouer. Je vais tout d'abord vous parler des points positifs. J'ai trouvé très intéressante cette espèce d'opposition entre les croyances ancestrales et la science moderne. On a d'un côté les croyances ancestrales qui sont plutôt représentées par Yuri et par Kira, qui pensent que Kira est maudite, et de l'autre nous avons Anastasia qui est étudiante en ville et qui représente la science moderne, qui pense que Kira est simplement atteinte d'une simple maladie. Ce que j'ai également aimé dans ce roman, ce sont les relations entre les hommes et les animaux. Yuri a une relation très très forte, il est lié à ses chiens et j'ai trouvé ça plutôt beau. J'ai également apprécié sa relation avec Anastasia parce qu'on se rend compte que ce jeune garçon s'échappe très vite de la réalité et Anastasia, qui est un personnage à fort caractère, ancre justement Yuri à la réalité. J'ai oublié de le préciser au moment où je vous ai parlé du speech du roman. Pendant leur traversée de cette steppe glacée, nos trois personnages principaux vont être pris en chasse par une meute de loups au pouvoir étrange, donc les loups chantants. Et d'ailleurs, la louve chef de meute s'infiltre en fait dans l'esprit de Yuri et lui apprend qu'elle est Asia, son amour perdu pour toujours. Donc Yuri pense que sa fiancée est morte il y a longtemps et cette louve essaye de lui faire comprendre qu'en fait Asia s'est réincarnée donc dans cet animal. Donc c'est vrai que nous avons affaire à un roman fantastique, teinté de poésie, un roman onirique où se confondent un petit peu la réalité avec les rêves et les cauchemars. Et l'auteur maintient en fait cette petite ambiguïté du début jusqu'à la fin. Moi j'ai eu du mal à trouver la frontière entre réalité et rêve. Je me suis demandé quand est-ce qu'on était dans le rêve, quand est-ce qu'on était dans la réalité, et ça m'a un petit peu perdue au bout d'un moment. De plus, ce roman, c'est quand même avant tout le voyage des trois personnages principaux à travers cette steppe glacée. Si ce voyage paraît sans fin pour les personnages, il m'a paru sans fin à moi aussi. Je me suis même un peu ennuyée et j'avais vraiment hâte d'arriver à la fin de la quête. Ça m'a pas forcément aidé plus parce que j'étais un petit peu déçue par les rebondissements finaux. Je trouve que la fin n'est pas forcément à la hauteur de ce que j'attendais, même si j'étais très heureuse de retrouver un Yuri grandi à la fin de l'histoire. Parce que Yuri, il faut bien le dire, il m'a un petit peu agacée. C'est un personnage qui a plein de questionnements, plein de doutes, qui est attiré de manière viscérale par la mort, qui a cet esprit de sacrifice omniprésent. Au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre. Finalement, en refermant le livre, ce qui m'est apparu avant tout, c'est que j'ai eu l'impression de ne pas avoir su lire entre les lignes. J'ai eu l'impression que l'auteur voulait faire passer un message avec son roman et que j'avais pas su le décrypter, le comprendre tout simplement. Et je trouve ça dommage. J'ai l'impression d'être un petit peu passée à côté, je dois bien l'avouer. Je vais maintenant vous parler d'un livre d'un tout autre genre puisqu'il s'agit d'une biographie. Nous avons la Sissi, impératrice d'Autriche de Jean Descartes, publiée chez Perrin dans leur collection Tempus. Je dois dire que j'ai lu ce livre complètement par hasard. Il se trouve que je parle souvent château, princesse avec une de mes collègues de travail qui est fascinée par cet univers et qui m'a conseillé de lire cette biographie. J'ai accepté avec plaisir sans trop savoir où j'y mettais les pieds finalement. Elle me l'a prêté et je ne suis absolument pas déçue parce que j'ai adoré ce livre. Même si au départ Sissi n'est pas forcément un personnage qui m'attire à prime abord, j'ai été heureuse de découvrir sa biographie. Sissi a une personnalité très ambivalente, elle a même plusieurs personnalités. On rencontre une femme qui est obsédée par son poids jusqu'à s'en rendre malade, qui est très mélancolique et qui flirte, il faut bien le dire, des fois avec la folie. Elle est très particulière. C'est une femme aux idées très arrêtées, mais parfois ses idées sont plutôt saugrenues. Ça, c'était pour les côtés un petit peu sombres de Sissi, mais elle a aussi plein de côtés positifs et c'est cela que j'ai envie, moi, de retenir. Sissi, c'est une femme amoureuse de son mari. Elle se donne pleinement à lui et j'ai trouvé ça très beau à lire. C'est une voyageuse et elle est également un brin rebelle. Elle aspire à une vie plus libre, en fait. Elle en a un petit peu marre d'être attachée autant au protocole et à l'étiquette qui se rappelle sans cesse
à elle. Sissi, je pense, aurait été plus heureuse si elle avait pu rester dans sa Bavière natale. C'est une femme qui est très apaisée dans la nature, dans la forêt, auprès de ses animaux, et qui au contraire se sent très oppressée dans la foule. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce livre, c'est qu'on retrouve des reproductions ponctuelles des poèmes que Sissi a écrits. J'ignorais qu'elle écrivait des poèmes, d'ailleurs ils n'ont jamais été publiés et elle-même se trouvait assez nulle. Moi j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt jolis à lire. Je suis pas une pro de la poésie, mais franchement je trouve qu'elle avait une jolie inspiration, même si encore une fois très teintée de mélancolie. Et j'ai également apprécié lire les échanges de lettres, des lettres qui ont été écrites et échangées par les membres de la famille impériale. Donc on a des lettres de Sissi, mais également de son mari, de ses enfants, de sa belle-mère, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. J'ai pas envie de vous dire lisez-le ou ne lisez pas, je crois qu'il faut tout simplement avoir envie de découvrir la vie de Sissi. Donc voilà, sachez que ce livre existe et que pour ma part je l'ai trouvé vraiment très bien écrit, facile à lire. Elle reste très pointue malgré tout, mais elle est très agréable à lire et c'est vraiment un plus. Pour finir, je voulais juste préciser quelque chose, même si je pense que vous vous en doutez. Moi, après ce livre, j'ai regardé le premier film Sissi. J'ai trouvé que Romy Schneider incarnait à la perfection Sissi. Malgré tout, il faut bien se rendre compte que le film édulcore à fond l'histoire réelle de Sissi et qu'il ne faut pas le prendre en argent comptant. Passons à présent à un roman de fantasy. Il s'agit de Waylander, écrit par David Gemmell et publié chez Brajlon. Ce livre fait partie du cycle de Drenaï. J'avais déjà lu du même cycle Légende et le roi sur le seuil. Légende avait été un grand coup de cœur. Le roi sur le seuil, je ne dirais pas que c'était un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture et j'avais envie de continuer à découvrir l'univers Drenaï, puisqu'à chaque fois que David Gemmell écrit un nouveau livre, on découvre une autre partie de l'histoire en fait de ce territoire. Ici, nous retrouvons le peuple Drenaï en grande détresse puisque son roi vient d'être assassiné et qu'une armée vient de les envahir. Des groupes armés commencent à s'organiser pour résister, mais la guerre, il faut bien l'avouer, semble perdue d'avance. Parallèlement à ça, nous suivons Waylander, qui s'avère être l'assassin du roi. Il est porteur d'une mission assez importante puisqu'il est à la recherche de l'armure de bronze, une armure qui est symbole de liberté, symbole d'espoir et qui est censée libérer le peuple Drenaï. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre. C'est jamais une grande surprise quand on lit du David Gemmell, c'est action sur action, le rythme est très soutenu, on ne s'ennuie pas une seule seconde et très franchement c'est toujours un plaisir de lire ces livres. Malgré tout, j'avais 2-3 bémols à faire. Je commence à me rendre compte, maintenant que j'ai lu plusieurs de ces livres, que David Gemmell reste toujours sur les mêmes schémas. Je pense qu'il ne serait pas judicieux de lire tous ses romans d'une traite parce que ça finirait par devenir lassant. David Gemmell suit scrupuleusement les codes de la fantasy, ce qui paraît relativement normal dans la mesure où il fait partie des pionniers du genre. Malgré tout, comme je le disais, il suit souvent les mêmes schémas et on a quand même l'impression de lire des histoires relativement similaires finalement. Même si la plume de David Gemmell n'a rien d'exceptionnel, elle est très incisive, elle est très directe. On avance bien et les pages tournent très vite. La deuxième chose que j'ai à reprocher un petit peu à l'auteur, c'est que j'ai trouvé ces personnages assez stéréotypés. On a quand même affaire à beaucoup de personnages masculins assez bruts, assez primitifs presque, ils sont présentés un petit peu comme ça et souvent très sexistes à l'égard des femmes et quant aux femmes, elles sont quasiment inexistantes à mon sens et lorsque l'une d'entre elles sort un petit peu du lot, j'ai l'impression qu'on ne lui fait pas totalement confiance. Là j'ai l'exemple du personnage féminin qui à un moment donné est porteuse de quelque chose de très important mais très très vite des hommes viennent pour récupérer le bien parce qu'on ne sait jamais, pas qu'elle n'arrive pas jusqu'au bout. J'ai trouvé ça dommage. J'aime quand il y a des personnages un peu plus badass, notamment au niveau des femmes. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de points positifs également, et notamment la relation entre le guerrier Waylander et le prêtre d'Ardalion. Ils se rencontrent dès le début du roman, et on se rend compte que tout au long de l'histoire, ils s'influencent l'un l'autre. On a l'impression que David Gemmell essaye de nous faire comprendre que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et ça semble être le leitmotiv en fait de son histoire. Waylander est un assassin, malgré tout, on s'attache à lui, mine de rien, on a de la compassion pour lui et il se présente vraiment comme un anti-héros qui nous prouve que même dans les recoins les plus sombres, perce toujours la lumière. Voilà comment j'ai un peu ressenti cette histoire en tout cas.
Pour finir, je vous présente le tome 2 de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'intitule Hollow City, toujours publié chez Bayard et écrit par Ransom Riggs. C'est un tome 2, donc je ne vais vraiment pas beaucoup vous en parler, j'ai vraiment peur de vous spoiler. En tous les cas, je peux d'ores et déjà vous dire que j'ai prévu de vous faire une vidéo complète sur cette série une fois que je l'aurai terminée. Je pense lire le 3e et dernier tome assez rapidement et je vais également lire le bonus qui s'intitule Conte des particuliers. Nous retrouvons ici tous nos personnages un moment à clé et assez douloureux de l'histoire puisque la fin du tome 1 finit assez abruptement et assez difficilement. Nous partons pour un voyage relativement interminable. Je le dis comme ça parce que en fait je dois dire que j'ai adoré cette histoire mais qu'encore une fois un petit peu comme avec les loups chantants, je pense que c'est assez récurrent chez moi. J'ai un petit peu du mal avec les voyages, quêtes qui n'en finissent plus. C'est un petit peu le cas ici, surtout que nos personnages ne savent pas très bien où ils doivent se rendre au départ. Ils sont à la recherche d'une personne qui pourra les aider et ils ne savent pas très bien où elle se trouve exactement, donc forcément ce n'est pas une ligne droite, au contraire, surtout qu'il va y avoir pas mal d'embûches sur leur chemin. Malgré tout, j'ai vraiment apprécié les retrouver et grâce à ce tome-ci, je comprends enfin pourquoi Ransom Riggs a décidé de mettre en toile de fond la période de Seconde Guerre mondiale. Dans le tome 1, je vous disais que je ne voyais pas trop l'intérêt parce que finalement la Seconde Guerre mondiale n'était qu'effleurée. On va se rendre à Londres en pleine guerre, donc forcément il y aura plus d'impact dans ce tome-ci. Mais cela dit, je comprends tout de même pourquoi Ransom Riggs a décidé d'ancrer son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce que les agissements des estres peuvent être tout à fait comparables à ceux des nazis et j'ai trouvé que le parallèle était très très intéressant et que c'était une très très bonne idée de le faire. Si vous n'avez pas encore commencé cette série, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment un bonheur à lire, mais je n'en dirai pas plus parce que je ne veux vraiment pas vous gâcher la surprise. C'en est tout pour ce petit bilan qui s'est révélé pas si petit que ça. Je suis désolée si la vidéo est plutôt longue, mais j'avais vraiment besoin de vous parler de toutes ces histoires, de tous ces livres que j'ai lus ces dernières semaines, ces derniers mois même, je peux dire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures et quelles sont celles que vous me conseillez. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!